Bienvenue. Bienvenue à notre troisième journée du Forum des directeurs d'Ocassi. Je voulais commencer notre séance avec mon masque. Ce masque est une promotion de la part du réseau pour la justice sociale. C'est une campagne qui a été lancée par Ocassi au soutien de la ville et qui a été remise à la ville maintenant, qui a lancé plusieurs campagnes antiracistes, anti-islamophobie, euh, et aussi anti-discrimination en matière de genre. Et merci à CCNG et SG pour ce masque qui est pratique et qui déclare ce qui doit être déclaré. Je m'appelle Debbie Douglas. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis directrice de Ocassi. Avant de présenter notre animateur ou animatrice plutôt cet après-midi, j'aimerais remercier nos bailleurs de fonds, IRCC du gouvernement fédéral, MCCSS de la province de l'Ontario et le United Way du Grand Toronto, Centraide à Toronto. Ocassi reconnaît que nous sommes sur le territoire traditionnel de plusieurs nations, dont les Mississauga, de la nation des Crédits, les Haudenosaunee, les Anishinaabe, Chippewa et Anishinaabe. C'est maintenant la patrie de plusieurs Premières Nations ainsi que des peuples inuits et métis. Ce territoire fait l'objet du traité 13 signé avec les Mississauga et le traité Williams qui a été signé avec plusieurs bandes Chippewa et Mississauga. Aussi, j'aimerais reconnaître mes ancêtres africains qui ont été amenés ici en tant qu'esclaves contre leur volonté il y a plus de 400 ans. Je reconnais la résistance et l'héritage de lutte et de résistance qu'ils m'ont laissé. Et je reconnais la solidarité des peuples autochtones à l'échelle de l'Amérique du Nord. Bienvenue, notre panel va être formidable et fascinant. Il s'agit d'un sujet brûlant d'actualité, les deux pandémies. Nous avons André Lynn qui va être l'animateur cet après-midi. Il travaille pour le directoire antiracisme et le conseiller principal en matière de la mise en œuvre stratégique de la loi antiracisme 2017 et les normes en matière de données antiracisme dans les secteurs de mieux-être des enfants et de l'éducation et des soins des services sociaux. Auparavant, il a travaillé au ministère de l'Enfance et des Services sociaux où il a dirigé la mise en place d'une entité pour soutenir la coordination et l'alignement des initiatives sous le plan d'action pour les jeunes noirs. André a fait preuve d'un engagement et d'une passion sans commun pour mettre en place des décisions politiques visant à surmonter les obstacles physiques, économiques et sociaux auxquels les groupes minoritaires sont aux prises. Il a travaillé avec les travailleurs migrants agricoles. Alors, bienvenue à deux pandémies, la race et les inégalités structurelles. André, c'est à vous. Merci, Debbie. Il me fait plaisir d'être animateur pour ce panel intitulé Les deux pandémies. Bon après-midi. Nous sommes en réunion virtuelle. On s'habitue peu à peu à ces conférences en ligne. Merci de votre patience. Si jamais nous avons des problèmes techniques, nous espérons que vous serez indulgents, mais j'anticipe des discussions fort intéressantes avec les membres de notre panel, qui sont au nombre de 5. Je vais leur demander de se présenter, chacun à son tour. J'ai un ordre dans lequel je leur demanderai de se présenter. D'abord Paulette, suivi de Colette, ensuite Ruth, suivi de Paul et ensuite Peter. Nous aurons 4 questions. Vous pouvez récupérer une de ces questions comme thème pour vos présentations. Et ensuite, on vous demandera de faire des observations d'ouverture. Vous pouvez décliner votre nom complet et l'organisme que vous représentez dans le cadre de votre présentation. Qu'est-ce que vous apportez à votre lieu de travail? Qu'est-ce qui vous motive à vous lever à tous les jours en 2020? Quelle est la joie que vous retirez de ce travail?
Et qu'est-ce qui vous inspire? Et quelles pensées vous inspirent dans votre travail? Paulette? Paulette, votre micro a été coupé. Bon, une difficulté technique de moins. Merci, merci bien. Euh, Salutations à vous tous et toutes qui vous êtes joints à nous de façon virtuelle et bonjour aux membres du panel. Merci de cette aimable présentation. Merci à Cassie aussi de m'avoir invité à participer à cette rencontre. C'est une rencontre virtuelle, mais je pense que les discussions vont être vraiment passionnantes. Je vous parle aujourd'hui au départ des territoires traditionnels des Hurons-Wendat. Je les remercie fort bien de m'avoir permis de m'installer, de m'établir ici. Je suis reconnaissant d'avoir une place ici sur cette terre, tout en reconnaissant que le colonialisme et son legs, et puis des reconnaissances de territoire comme ça, bon, elles sont une réalité. Alors, on doit aller au-delà des reconnaissances de territoire et de vraiment arriver à une réconciliation durable avec, avec les peuples autochtones. Aussi, je rends hommage à mes ancêtres qui ont dû sacrifier leur vie puisqu'ils ont été amenés ici en tant qu'esclaves contre leur liberté. La résilience et la fortitude doit primer dans la quête pour une justice pour tous les peuples. À la Fondation des femmes canadiennes, Canadian Women's Foundation, nous œuvrons depuis une trentaine d'années. Nous l'avons lancé pour répondre à un besoin très important pour faire s'assurer que la philanthropie se penche sur le cas des femmes aussi. Notre fondatrice a été une personne impliquée dans le domaine politique et c'était la première femme noire à être élue à la législature ontarienne. Jusqu'à nous tous et toutes ayons réussi pleinement, personne n'a réussi dans cette lutte pour l'égalité. Ces mots nous inspirent encore aujourd'hui. Par la recherche, le partage de savoir, le financement, notre organisme cherche à engendrer un changement au soutien des femmes et des personnes trans en habilitant les femmes qu'elles puissent quitter un environnement de violence, de pauvreté, pour leur donner un sens de confiance en elles et qu'elles puissent devenir des leaders. Nous concentrons nos ressources là où les besoins sont les plus importants. La pandémie ne fait que mettre en exergue tous ces problèmes qui durent depuis longtemps. Il est impossible de ne pas voir le legs colonialiste et raciste du système où les gens les plus sous-évalués, sous-payés, sous-appréciés risquent maintenant leur vie même pour nous sauvegarder de la COVID-19. Un grand nombre de ces fournisseurs de services essentiels dans le domaine de la santé sont des femmes racialisées. Et il est devenu clair que si on ne règle pas les problèmes systémiques en ce moment, beaucoup de gens vont se retrouver dans une situation de plus en plus difficile. Nous voulons donc discuter aujourd'hui de l'aspect du genre dans le contexte de la pandémie. La première étape dans un plan serait un nouveau modèle de financement pour le secteur de services aux femmes qui assure un financement central, permanent et durable pour que les programmes puissent se concentrer sur la bonne livraison de services plutôt que de courir après le financement. On a vu que 80% des organismes se préoccupaient du fait de peut-être devoir fermer leurs portes et ne pas pouvoir continuer d'offrir leurs services. Alors qu'en ce moment même, bon, ils doivent fournir de plus en plus de services tout en ayant des ressources moindres. Donc, nous avons travaillé très fort pour essayer de trouver un financement d'urgence pour les organismes communautaires qui desservent ces gens qui risquent de fermer leurs portes par manque de financement.
Il y en a d'autres qui n'ont pas un statut nécessaire pour être admissibles pour un financement. On essaie de travailler pour faire changer ces règlements-là parce que plusieurs de ces organismes admissibles font un travail extraordinaire au niveau communautaire et ce sont des gens dont l'expérience, ils sont dirigés par des gens dont l'expérience sur le terrain n'a pas son égal. Ils ne devraient pas avoir à se battre pour un financement. J'ai siégé à un comité qui doit faire des recommandations au ministre du revenu dans les mois à venir, donc on pourra vous communiquer plus d'informations là-dessus bientôt. Tout en repensant les modèles de financement et la réglementation, le secteur doit aussi voir comment ses propres pratiques perpétuent le colonialisme et le racisme. Plus tôt cette année, notre équipe a lu le livre qui s'appelle Decolonizing Work. Le livre fait valoir que la suprématie blanche, depuis très longtemps, justifie les exploits coloniaux et l'accumulation de pouvoir et de richesses, surtout sur le dos des personnes racialisées et surtout les personnes noires. Maintenant, les œuvres philanthropiques doivent demander une partie de cette richesse-là sous la forme de financement, de bourses et d'octroi. Selon nos principes féministes, on reconnaît aussi que du fait de donner et de recevoir, euh, il y a un élément inégal par rapport au genre. Une étape pour surmonter ça, c'est d'avoir des processus participatoires pour la prise de décision, si bien que les communautés les plus affectées par notre travail ont mot à dire. On voit au chapitre à savoir comment on va faire les choses. Nous voulons nous attaquer au racisme anti-noir et au colonialisme, mais alors que tout est en suspens et tout est incertain, je reste optimiste à savoir ce qu'on peut faire ensemble, ce qu'on peut réaliser malgré tout. Et c'est ça qui me motive à me lever à tous les jours et de travailler, même malgré la pandémie en 2020. C'est le moment voulu maintenant de profiter de cette occasion à saisir et de ne laisser personne de côté. Au sortir de cette crise, euh, je pense qu'on va pouvoir réaliser certains de ces objectifs-là. Il me rassure de savoir que tout le monde ici travaille dans le même sens. Je vais conclure mes commentaires avec une vidéo très brève qui reflète bien l'esprit de notre campagne, notre travail. Merci, Paulette. Je crois qu'il est censé avoir un volet audio, mais j'entends rien. Mais les résultats de la pandémie diffèrent selon les gens. Ça, ça a accentué les inégalités pour les personnes trans, les personnes gays, pour les personnes noires et racialisées. On ne peut plus accepter cette normalité. Il faut trouver une nouvelle normalité en mettant l'égalité entre genres au cœur même de la question. Parce que l'égalité, ça permet à tout le monde de fonctionner, d'avoir un niveau de vie décent, que de s'abriter de la violence basée sur le genre, si bien que les soins à la petite enfance, les soins de garde, les services sociaux puissent être accessibles à tous. Signez la pétition. Merci. Maintenant, nous allons passer à Colette. Euh, Colette, on vous accorde 5 minutes pour faire votre présentation et vos commentaires d'ouverture. Merci André, je suis vraiment heureuse d'être ici réunie avec vous tous au départ du territoire de plusieurs nations, l'Anishinaabe, la Confédération Haudenosaunee, les Anishinaabe et les Chippewas. Cette reconnaissance du territoire, c'est l'occasion de réfléchir un petit peu sur l'histoire très longue du colonialisme et les autres formes d'oppression au Canada où nous travaillons, où nous sommes ici. C'est un honneur pour moi de pouvoir discuter avec Ruth, Paulette, Peter et André
qui m'inspirent tous et toutes pour travailler d'autant plus fort pour arriver à une justice entre les races. J'apprécie l'occasion de m'exprimer sur ces sujets. Lors des années 90, Debbie et moi-même avons euh, passé un bon moment à essayer de mieux comprendre les résultats du privilège. Depuis ce temps-là, on a vu les gens s'organiser pour réécrire les règles injustes selon lesquelles nous vivons ici, pour avoir une économie et une société plus égalitaire. Dernièrement, la pandémie COVID-19 nous a unis. Nous avons tenté d'éteindre les feux aussi vite que possible, nous tous, OCACI, Atkinson, tous les autres organismes œuvrant dans ce but commun. C'est pas étonnant que Debbie fait appel à moi pour réfléchir un peu plus profondément au sujet du privilège blanc. Je m'y attendais pas, mais c'est le moment d'en parler. Je suis une mère de 2 enfants, je suis blanche, je suis straight, hétérosexuelle, et je dirige aussi une mission avec un historique complexe et une mission complexe, ce qui fait que mon travail n'est jamais complètement terminé. Mais je me rassure de ne pas être seul. On peut compter les unes sur les autres euh, et sur notre volonté de réparer et reconstruire nos relations sociales, économiques et politiques. Alors que je me préparais pour cette discussion aujourd'hui, j'écoutais la discussion que Debbie entretenait avec vous et d'autres membres de OCACI. Ces propos m'ont aidé à mieux comprendre ce qui se passe suite à l'arrivée de cette pandémie. J'aimerais vous offrir 3 phrases qui me sont restées collées dans mon esprit, auxquelles je réfléchis dernièrement. D'abord, tout est en l'air, tout est incertain. 2, les déclarations sont insuffisantes. Troisièmement, nous devons centrer notre imaginaire collectif sur un nouveau monde. J'aimerais dire quelques mots sur chacune de ces phrases en espérant que mes réflexions stimuleront votre pensée. Tout est incertain en ce moment. Tous les récits, les histoires en ce moment ont été éclatés. Tous les mesures, notre façon de mesurer les choses ont été éclatées temporairement, à tout le moins. Il faut organiser les gens là où ils travaillent, là où ils habitent, au sujet de axés sur certains thèmes, l'égalité, les droits de la personne, par exemple. Des structures visant à exploiter et exclure les personnes autochtones, noires et racialisées sont instables de nature. C'est inhérent à leur existence. Ces notions sont construites sur une dégradation de l'environnement, des inégalités sociales. Immanquablement, ces façons de faire devront s'écrouler. Mais il reste possible de transformer si seulement on peut changer cet état des faits. Les déclarations sont insuffisantes parce qu'ils peuvent nous fixer, nous embourber dans certaines places, certaines notions. Des déclarations de solidarité en tant qu'élément pour construire un nouveau système, c'est quelque chose qui me plaît. Des ententes visant les bienfaits pour la communauté, aussi des projets, par exemple, le Crossline Eglinton LRT, mais peuvent aider la communauté à améliorer la vie des gens, mais il faut mettre en place d'autres opportunités économiques pour les gens qui habituellement ne bénéficient pas habituellement des projets de développement économique comme au sein des communautés et des villes. Et on doit centrer surtout notre imaginaire collectif sur un nouveau monde. Quand L'imaginaire, utilisé comme nom plutôt que verbe, c'était une nouvelle notion pour moi, mais en fouillant un peu, j'ai compris que cette phrase-là, l'imaginaire collectif, c'est un ensemble de valeurs, d'institutions, de lois et de symboles par lesquels les gens peuvent imaginer leur société. Lorsqu'on peut formuler un argument et en faire une forme concrète, une photo, une image, que nous pouvons garder avec nous, manipuler, à ce moment-là, la cause était demi-remportée.
quelle sorte de forme et quelle sorte d'image ou phrase est-ce que notre imaginaire doit se donner pour comprendre l'importance de l'égalité des genres et des races? J'ai hâte d'écouter les commentaires des membres du panel dans la prochaine demi-heure. Merci Colette. Maintenant, nous allons écouter Ruth. Alors, bonjour, je suis Ruth Colazar Green. Moi, j'ai une position différente. Je suis professeur associé à l'école d'intervention sociale à l'Université York. Donc, je ne travaille pas directement au sein d'une agence ou un groupe communautaire qui travaille sur des œuvres ou des activités liées à la pandémie. J'appartiens à certaines communautés. Mais avant de parler de ça, je vais vous parler de l'assassinat des soins de santé. Et je dis c'était un assassinat. Joyce Eschwan, le 28 septembre, a été assassiné. Le mot n'est pas trop fort. Assassiné dans un hôpital. Et ça reflète les problèmes systémiques que les communautés autochtones doivent souffrir. Aussi, George Harvey Arwash, lui craignait pour sa vie alors qu'il était dans un lit d'hôpital où il a entendu des infirmières qui parlaient du fait qu'ils en ont un autre dans le lit encore, et puis ils pourraient régler leur problème là, en lui donnant une injection là, un petit peu trop forte, puisque de toute façon, il était capable de marcher. Donc, il y a une discrimination systémique au sein du système de soins de santé, et ça inspire la crainte chez les Autochtones, une crainte de COVID-19 et des soins hospitaliers. Et dans ce pays, je vais le dire le plus diplomatiquement possible, ici, il y a eu la mise en place forcée de la loi sur les Indiens qui a créé le système des réserves. Et c'est un système d'inégalité, une structure qui crée des inégalités systémiques et qui crée des disparités. Et ça varie d'une journée à l'autre, mais en ce moment, il y a un très, très grand nombre de communautés autochtones qui doivent faire bouillir leur eau pour avoir de l'eau potable. Si 10% de ces communautés n'ont pas accès à l'eau potable, comment est-ce qu'ils peuvent se laver les mains pour contrer la COVID-19? On a fait la preuve que se laver les mains, c'est une des façons les plus importantes pour contrer la pandémie. Si dans les réserves autochtones, on n'a pas d'eau propre, de l'eau potable, ça reste un grand problème. Et je reconnais que les gens ont prononcé des reconnaissances de territoire. En tant qu'Haudenosaunee, j'en suis, j'en suis heureuse. Dans ce pays, quand on examine la situation à l'échelle du pays, la Terre et notre rapport avec la Terre est au cœur même de nos identités, nos relations avec les animaux et avec les eaux et les plantes qui poussent sur cette terre. C'est qui nous sommes. Ces choses-là sont inséparables de nos expériences. Expériences d'un racisme structurel, des inégalités systémiques et la pandémie aussi. Et j'aimerais reconnaître mes frères et sœurs Mi'kmaq qui présentement sont menacés par la suprématie blanche en ce moment puisqu'ils ne peuvent pas poursuivent leur pêche au homard puisque leur équipement a été endommagé, vandalisé. On a mis le feu à leurs usines de retraitement. Ce problème de la pêche du homard en Nouvelle-Écosse est une partie prenante de cette discrimination systémique qui vient s'ajouter à la pandémie. Aussi, je reconnais l'arrestation et la détention de chefs euh, héréditaires sur les territoires des Wet'suwet'en. La décision Marshall, c'est pour la Nouvelle-Écosse et le Dagmar Decision, c'est pour la Colombie-Britannique. Ça reflète le tort que fait cette société aux Autochtones et ça de façon constante.
mais les communautés autochtones sont quand même résistantes et robustes et résilientes. Bon, vous m'avez demandé qu'est-ce que j'apporte de moi-même, qu'est-ce que je contribue de moi-même dans mon travail. Je suis là, toute ma personne entière, est vouée à cette lutte, à ce travail. Je suis à la fois enseignante et militante, mais ce sont mes responsabilités qui me motivent à me lever à tous les jours. D'abord, mes enfants au premier plan. Ils reflètent cette résistance, cette résilience, et ça reflète le fait que mon arrière-grand-mère était dans les écoles résidentielles, ma grand-mère aussi. Ce sont des survivants intergénérationnels. Ils ont survécu à des traumatismes historiques et c'est leur respiration qui me motive au quotidien. Ce qui me donne une grande joie, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de membres de communautés autochtones partout au pays qui luttent et qui soutiennent, qui luttent dans le contexte de la pandémie. Et je les salue parce qu'il faut les nommer, ces gens-là. Ils doivent être entendus et connus. D'abord, sur ma liste, directeur exécutif de Thunder Woman Healing Lodge, un établissement qui n'a même pas mis une pelletée de terre pour l'instant. Ils ont la terre. La terre a été achetée à Scarborough, mais ils n'ont pas pu commencer à construire le centre. Mais ce qu'ils font lors de la pandémie, c'est qu'ils travaillent avec les femmes qui quittent le système d'injustice provincial et fédéral. Et ils accueillent des femmes dans des hôtels. Ils les abritent dans des hôtels. Alors, à ce moment-là, qui quittent les prisons où la COVID, la COVID est présente partout. Alors, ils quittent ces prisons et on leur offre une place sécuritaire dans des hôtels, des motels. Il y a aussi le Call Anti-Clinic, qui est un projet conjoint entre entre le Living Well Institute et des membres de la communauté, par lesquels les membres de la communauté peuvent faire appel à des services et du soutien en matière de santé sexuelle et avoir accès aussi aux médecins. J'aimerais vous nommer les gens qui ont été importants là-dedans. Brianna Olson Onakokwe, Denise McLeod et Brianna Olson. Ce sont des tantes, ces dames ont pu soutenir la communauté autochtone. Il y a aussi des gens qui travaillent pour mettre en place des endroits où on peut réduire les torts, si bien que les Autochtones n'ont pas besoin de revenir au système des abris pour femmes, puisqu'il y a des problèmes pour ces personnes-là pour obtenir les services. Donc, les Seventh Generation Midwives, ou la Native Men's Residence et Name House pour leurs tests rapides des membres de la communauté autochtone pour déceler la COVID-19 pour qu'on puisse avoir des soins médicaux et cliniques, mais dans un contexte qui respecte notre culture. Les expériences des Autochtones au sein des services médicaux, bon, ça a été quelque chose de délétère pour les Autochtones. Ils ont servi à des expériences, ils ont été finalement des... on sait que certains vaccins, par exemple, ont été testés sur des Autochtones, sur des réserves, et ça, en abstraction des impératifs déontologiques des médecins. Je veux simplement m'assurer que les Autochtones sont en sécurité sur tous les plans dans le contexte des tests médicaux. Il y a Gisèle Dias et Nicole Connect aussi, puisqu'ils parlent de l'importance de l'abolition des prisons. Pas seulement en COVID-19, mais en tout temps.
Les Autochtones représentent 33% de la population en prison. Si on regarde l'impact de la COVID dans les prisons et et l'effet que ça peut avoir sur les Autochtones, bien sûr, l'effet est démesuré. Il y a aussi des militants, des activistes qui planifient et préparent une plus grande solidarité entre les communautés noires et autochtones. Par exemple, Wanda Whiteberg l'aînée, Wanda Whiteley, de No More Silent, qui organise des cérémonies qui ont lieu le 14 février à chaque année pour reconnaître l'assassinat de femmes autochtones et de femmes et de filles autochtones, ainsi que les gens de deux esprits, Two Spirit People. À tous les jours, les gens dont je vous ai parlé et leur organisation m'inspirent. C'est ça qui me motive. Ils m'inspirent à faire plus pour ma communauté. Merci. Merci, Ruth. Maintenant, Paul. Merci à Ocassi d'abord. Merci de m'avoir invité. Et vous savez, Debbie, vous êtes une de mes mentors, de mes héros. Alors, lorsque j'ai reçu l'invitation, bien sûr, j'étais bien content. Je m'appelle Paul Taylor et je suis le fils de Bernadine Taylor et le petit-fils de Naomi Baker et l'arrière-petit-fils de Rebecca Thompson. Et ce sont eux mon inspiration. Quand je pense à chacune de ces personnes, tout ce qu'ils ont été et ce qu'ils m'ont légué, je pense à ma mère alors qu'elle se privait de manger pour que mon frère et moi puissions manger. Ma grand-mère qui nourrissait les enfants du voisinage, mon arrière-grand-mère qui voulait tout le meilleur pour ses enfants et ses petits-enfants. Et pour moi, si je me présente, je peux vous dire que je reconnais qu'une des choses qui fait que je suis ici, que je suis impliqué dans ce travail, c'est à cause du travail des femmes noires qui étaient là bien avant moi, un travail qui n'a jamais été reconnu à sa juste valeur. Je ne serais pas ici et les femmes noires ont eu un rôle si important à jouer auprès de nos communautés. Souvent, ils soutenaient les hommes et parfois on surmonte ce mur et on court, on décante, mais pour moi, ça a été important de reconnaître que mon succès, le travail que j'ai pu faire, le plaisir que j'ai dans ce travail-là, l'impact que j'ai pu avoir, tout ça est grâce en bonne partie à ces trois femmes noires qui sont venues avant moi.
J'avais 13 ans et j'ai entendu dire qu'il y avait une élection en Ontario. Et je commençais à m'intéresser à la politique. J'essayais de comprendre tout ça, ce que ça signifiait. Souvent, je voyais des hommes en cravate, des hommes blancs sur la CBC. Et puis ma mère me disait, oui, oui, ils parlent de politique. Ce sont des hommes politiques. Alors, lorsque Mike Harris a été élu, comme vous le savez, on a voté contre lui, mais bon, lorsqu'il a voulu mettre en place un programme économique conservateur, il a coupé euh, l'aide aux... On a perdu, suite aux coupures budgétaires, là, tous les programmes d'aide ont été coupés et puis on a perdu notre eau chaude et puis on a perdu le chauffage, l'électricité, tout ça, parce qu'on était trop pauvres à cause à cause de ces coupures. Alors, comment peut-on s'assurer de ne pas permettre au gouvernement d'abandonner leurs responsabilités? Il y a une opération morale, s'assurer que nous avons tous assez à manger. Je vais m'arrêter là-dessus, mais deux autres choses encore, tiens. Quand je pense à l'insécurité alimentaire, pour moi, c'est un échec des politiques publiques. Tout comme je perçois les 45 milliardaires au Canada qui sont aussi un échec de la politique publique. Et mes collègues et moi connaissons que c'est par le biais de politiques publiques qu'on peut redistribuer les retombées économiques. Une des choses qu'elle m'a inspiré, ma mère, ben deux choses en réalité. Elle a dit, Paul, si tu veux changer les choses, c'est à toi d'agir. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Aussi, moi, je suis un optimiste. Elle m'a inspiré à l'optimisme. Donc, mes collègues sont volontaires, bénévoles. Nous, on veut faire tout notre possible pour améliorer la réalité. Merci, Paul, et merci à tous les membres du panel pour vos déclarations d'ouverture. Nous allons vouloir discuter avec vous. Est-ce que Peter est disponible? Oui, il est là. Bon, dans votre déclaration d'ouverture, dites-nous quelle partie de vous-même vous amenez à votre travail. Qu'est-ce qui fait que vous vous levez tous les jours en 2020? Et quelle est la joie que vous retirez de ce travail? Et qu'est-ce qui vous inspire? Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi. Euh, J'aimerais saluer Locassi. Merci d'avoir réuni cette conversation-là. Avant de répondre à vos questions, nous sommes sur les territoires Anishinaabe traditionnels et ça fait partie de nos devoirs de reconnaître cette chose. Je suis directeur du secrétariat antiracisme du fédéral. C'est un organisme assez neuf au sein du gouvernement. C'est notre première année d'existence, ce mois-ci. On veut qu'on combatte le racisme systémique. On veut développer des façons clés d'identifier les obstacles systémiques, les lacunes dans les services, dans les programmes, dans les politiques, et mettre en place des initiatives durables pour contrer le racisme systémique, pour répondre aux besoins des communautés racialisées et minoritaires au Canada. La COVID-19, en plus,
Le COVID, c'était une expérience traumatisante. Des conditions préexistantes qui ont exacerbé ou qui ont été exacerbées par la COVID-19. Bon, pour ce qui est de la motivation pour le travail, simplement de voir ces divergences, ces inégalités si clairement manifestées aujourd'hui, et je l'entends de part et d'autre du pays, ça, cette évolution des choses permet de mettre un visage humain au problème. Les familles, les communautés. Leur accès à la citoyenneté même. Donc, ça confirme que mon équipe et moi-même doivent être d'autant plus proactifs, vigilants pour travailler au sein de la famille fédérale pour essayer de faire ce qu'il faut pour faire avancer les choses. Je trouve l'inspiration quand je vois les milliers d'organismes communautaires, les organisations citoyennes qui se mobilisent comme jamais auparavant pour combler les lacunes qui existent toujours. Au gouvernement fédéral, nous avons pris des mesures pour nous avons mis en place des financements et des mesures et ainsi de suite. Mais les communautés nous disent qu'il faut travailler davantage, il faut en faire plus, que les divergences, les inégalités persistent, les lacunes sont toujours là. Donc, il faut avoir des efforts euh, accrus pour répondre à ces obstacles systémiques, pour assurer la sécurité, le mieux-être des communautés, pour les communautés racialisées et autochtones. Pour mon équipe, c'est une question de responsabilité et c'est un devoir. On est responsable à l'égard des Canadiens, on est responsable à l'égard des gens qui sont sur le territoire canadien, qui peuvent avoir un statut d'immigrant précaire, soit des étudiants ou des travailleurs migrants. Il y a aussi un défi intersectionnel, à savoir comment les femmes et les gens LGBT2+, sont affectés de façon disproportionnée. Donc, le défi est important, mais de notre point de vue, pouvoir travailler directement avec les groupes et les organismes tels que le vôtre, les vôtres, qui travaillent à l'échelle du pays, c'est inspirant, mais c'est important pour qu'on puisse nous délester de nos responsabilités pour éviter de faire des erreurs dans nos programmes, dans la mise en place de ces programmes. Merci à tous et toutes pour votre travail. Merci de m'avoir invité. Il nous reste seulement 15 minutes pour ce dialogue. On va tenter de répondre à certaines questions, mais je vais poser la première question. Et je veux que tous nos panélistes prennent 2 minutes. Oh, your mic is off. Your mic is off. Look at the chat. Ma première question. Your mic is off.
La COVID-19 a mis à nu les inégalités dont souffrent les personnes racialisées, les, euh, les communautés noires, les autochtones et d'autres groupes qui sont marginalisés ou discriminés. Et ce sont des expériences, et ça va au-delà des chiffres statistiques. Il y a des gens qui vivent ces expériences-là. Aussi, ça nous donne une nouvelle occasion pour traiter de ces inégalités et essayer de les réduire. Et la question, c'est comment est-ce que votre organisme peut travailler différemment pour engendrer un changement et améliorer la vie des gens? Votre organisation spécifiquement. Qui aimerait répondre d'abord? Est-ce que je devrais suivre l'ordre? Paulette, vous d'abord peut-être? Oui, oui, je vais parler en premier. Décidément, oui. Ben, pour continuer sur ce que j'ai dit au sujet des lacunes sociales qu'on voit en ce moment, les divergences, ce que ça prend, c'est un changement systémique. Comme vous dites, on voit que la COVID-19 a révélé bien des choses. Et bon, ça lance un appel très fort pour une rectification. La, la défense et la promotion pour contrer cette inégalité, c'est une partie critique, ce qu'on appelle l'advocacy en anglais. On est passé, nous, d'une entreprise qui faisait des campagnes de financement et on essaie d'avoir des programmes qui vont changer la vie concrètement des gens. Il faut qu'on puisse faire des changements dans les politiques publiques, surtout celles fédérales, changer les décisions qui sont prises ou à tous les moins les influencer. Il faut faire un changement systémique qui va être important pour assurer que les générations suivantes ne souffriront pas des mêmes problèmes, qu'il s'agisse des soins prodigués aux enfants, l'accès à la nourriture, le logement, l'accès à l'emploi, des salaires justes. Toutes ces questions interviennent lorsqu'il s'agit de l'importance des changements systémiques. Et ce qui sous-tend tout ça, ce sont des questions de racisme et de sexisme qui continuent à miner nos sociétés. Donc, pour les communautés racialisées, les communautés autochtones, euh, et surtout, quelque chose qu'on savait depuis longtemps, mais avec la COVID, maintenant, ces choses-là sont vraiment mises en lumière. On voit maintenant qui est plus vulnérable et qui est à risque. Les personnes dont la vie même est à risque. Ce qui est révélateur aussi, c'est que, alors qu'on voit qui travaille dans les premières lignes, dans les soins de santé, tout ça, ce sont eux qui risquent leur vie. Et on voit aussi à quel point on accorde peu de valeur aux aînés dans notre société. Et à l'autre bout du spectre, ça révèle aussi qu'on se soucie trop peu de la santé de nos enfants. On n'investit pas dans la croissance et le développement de nos enfants dès le début. Et ensuite, on met au rencard nos aînés. C'est parce qu'on laisse aux entreprises privées le choix de décider comment ils vont traiter nos aînés. Donc, il est d'importance critique de continuer à militer et à promouvoir et défendre notre cause. Merci, Paulette. Colette, maintenant. Merci. Merci de vos réflexions. Euh, je pense que ça vaut la peine de le répéter encore une fois, toujours et encore. Les résultats qu'on voit, la situation qui survient euh, dans le contexte de la pandémie, c'est pas simplement euh, le résultat d'une crise de santé, c'est aussi le résultat de systèmes qui sont en place depuis très longtemps. Il faut rééquilibrer le pouvoir. Notre mission, nous, c'est de rééquilibrer le pouvoir pour éliminer ou réduire ces inégalités. Nous, on se joint donc à ceux qui organisent, qui veulent s'engager auprès des communautés autochtones et de couleur
pour essayer d'améliorer les choses qui affectent leur santé économique et physique. On, il faudrait investir davantage parce que la complexité de notre travail augmente. Surtout les gens qui ont eu des problèmes lorsqu'il s'agissait d'accéder aux services. Parce que même avec tous les programmes qui ont été mis en place, il y a quand même des gens qui tombent dans les cracks, comme on dit, qui sont laissés pour compte. Je pense qu'on essaie de faire la promotion d'une nouvelle façon d'accéder aux services essentiels et élémentaires qui peuvent faire la différence entre la vie et la mort pour certaines communautés. Aussi, nous voulons davantage écouter les leaders de ces communautés laissés pour compte. Paulette a parlé qu'on voit là, dans les programmes philanthropiques, là, une forme de manifestation de suprématie blanche. Les relations, la confiance mutuelle sont la pierre d'assise sur laquelle notre organisation doit travailler. Et on se sent obligé à l'égard de nos partenaires à long terme. Et je dirais que on est vraiment impressionné par nos collaborateurs, nos partenaires qui, à tous les jours, se présentent. Et bon, ils essaient de discuter, mettre en place des options de politique publique avec les autorités. C'est un travail épuisant que d'essayer d'arriver à des résultats. C'est, bon, la pandémie, bien sûr, euh, rend la chose plus risquée, plus difficile. Il faut trouver des ressources d'urgence pour essayer de répondre aux besoins urgents de la communauté. Et tout ça dans un climat d'incertitude. Mais ça nous motive. On veut essayer de faire tout notre possible pour assister ces divers organismes et ces communautés. Ruth, maintenant? Moi, je suis une éducatrice, une enseignante. C'est quelque chose qui diffère. C'est pas la même chose que si on travaille pour une agence ou un organisme communautaire. Il y a des années, un de mes étudiants, moi je trouve que je suis drôle. Probablement que vous ne trouvez pas que je suis drôle, mais je me fais rire moi-même, mais bon, ça me suffit. Mes étudiants, il y a un, il y a un groupe d'étudiants qui m'a dit que j'étais la comique, la stand-up comique la plus drôle qui se donne comme thème la justice sociale. Alors oui, j'aime utiliser l'humour pour m'engager auprès des gens, pour avoir des conversations qui sont difficiles, mais qui peuvent être allégées un peu et facilitées par l'humour. Et en tant qu'éducatrice, c'est ça mon rôle. J'ai une habilité ou une capacité à cause de ma position. Ça me donne l'occasion de discuter avec bien des gens qui viennent d'horizons divers, parce que soyons francs, tout le monde veut avoir sur son panel, dans son groupe, l'autochtone de service. Bon, j'en fais une blague, mais c'est vrai, tout le monde veut avoir cette représentation. Et je profite de ce moment-là, moi, ma présence-là, pour essayer d'établir quels sont les problèmes causés par le manque de mouvements structurels dans le contexte de la discussion au sujet de tout ce qui est autochtone. J'aurais pu parler du groupe de Paul tout à l'heure. Paul fait un travail extraordinaire et vous travaillez, Paul, avec Crystal St. Clair, oui. Elle est... Oui, c'est le fun d'avoir des amis mutuels, mais il y a d'autres communautés autochtones aussi qui essayent de travailler pour avancer vers une plus grande sécurité alimentaire. Donc, mon rôle, tel que je le perçois, c'est de signaler ces choses-là, de soutenir les gens, reconnaître le travail des gens. Je veux savoir que tout le monde je veux que tout le monde sache qui fait ce travail-là. Moi, je suis là pour propager la bonne nouvelle. Je suis une éducatrice et je veux ouvrir les yeux des jeunes pour les conscientiser de l'impact de l'injustice sur les populations LGBT, queer, autochtones, racialisées, noires, pour qu'ils comprennent l'aspect intersectionnel de tout ça, la complexité de la chose, pour développer un sentiment de solidarité, pour soutenir les gens dans cette pandémie, si bien qu'il va y avoir une nouvelle normalité.
on va remettre les choses à zéro puis se donner une nouvelle normalité plus favorable. Parce que moi, mon rôle, c'est d'attirer des gens, d'inclure des gens qui n'ont jamais songé à leur privilège de blanc, qui n'ont jamais pensé à le rapport entre les communautés noires et autochtones, qui n'ont jamais réfléchi aux luttes, bon, à l'intersection là, de la question des genres. Euh, Moi, j'ai discuté lundi, bon, j'ai parlé de ma qualité de two spirits, une personne à double esprit, pour ainsi dire, et mes enfants sont comme moi. Et ce sont des conversations auxquelles j'ai accès. Et c'est mon rôle, c'est ma responsabilité en tant qu'éducatrice de développer des relations, si bien que les communautés, les membres des communautés non autochtones pourront comprendre mieux cette réalité et trouveront un esprit de communauté et une humanité commune avec ces gens. Merci. Il ne faut jamais réduire le rôle de nos éducateurs et éducatrices. C'est un rôle très important. Et les gens que vous influencez, vous ne savez jamais, peut-être que ce seront eux les décideurs, les gens qui mettront en place les politiques publiques à l'avenir. Donc, vous avez un impact, votre travail a une influence. Oui, je suis en train d'éduquer deux enfants aussi. Mais tant mieux. Paul, votre réponse à la question, qui me connaît, sait que j'aime prendre de longues marches, je marche tous les matins. Et bon, ça me permet de réfléchir, d'observer ce qui m'entoure. Et au début de la pandémie, j'ai compris très tôt que la pandémie affectait euh, beaucoup plus les communautés noires, les communautés racialisées autochtones, au moment où c'était pas sécuritaire du tout. C'était risqué d'aller prendre le métro, par exemple, ou les transports publics pour aller travailler. Il y avait des femmes qui allaient travailler en première ligne dans les soins de santé, tout ça, ils prenaient les transports publics. Alors, quand je réfléchis lors de mes marches, aujourd'hui, j'ai remarqué quelque chose, puis ça m'a vraiment troublé. Et puis, j'ai pris mon téléphone, là, je me préparais à, à envoyer un courriel. Là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je vais vous dire ce que j'ai vu aujourd'hui qui m'a troublé. J'ai vu un véhicule passer, je ne parlerai pas de l'organisme, c'est pas important, mais ça disait, sur le côté du véhicule, ça disait, bon, mettre fin à la faim au sein de nos collectivités. Et puis, je suis resté figé. Et je me disais, il faut se demander, il faut se poser la question, ça sert qui exactement, ce genre de propos-là qui était sur le côté du véhicule? Est-ce que ça fait avancer les choses? Ou est-ce que c'est simplement de dire, de nous laisser croire qu'on fait semblant de régler le problème de la sécurité alimentaire? Et finalement, est-ce que ça fait pas simplement perpétuer l'état des choses? C'est des questions qu'il faut se poser. Mais finalement, ça veut dire qu'il faut qu'on reste très réaliste dans ce qu'on essaie de faire, dans ce qu'on essaie d'accomplir. Et je suis fier du travail que mes collègues et moi-même faisons parce que on a reconnu publiquement qu'on ne réglera pas la question de la faim. Le problème de la faim, ce n'est pas nous. Nos bailleurs de fonds disent, ah, vous faites un travail extraordinaire, vous réglez le problème de la pauvreté. Ben, pas du tout. On ne règle pas le problème de la pauvreté ni de la sécurité alimentaire. Plutôt, on parle d'intervention en matière de politique publique axée sur les revenus des personnes. On comprend que ça prend des donateurs et puis une éducation du public. Mais il faut aller au-delà de ces faux récits là, à l'effet que des organismes comme le nôtre pourraient mettre fin à la pauvreté et à la faim. Il ne faut pas s'attendre à ça de notre part. Mais voici ce qu'on va faire. On va continuer à élargir cette idée de qui nous desservons pour s'assurer que ça inclut les gens qui sont à l'avant-garde du changement progressiste. Les gens qui ont été, dont la vie a été minée particulièrement par le racisme, par les inégalités sociales et économiques, et ainsi de suite. Ce n'est pas simplement une question de savoir comment on peut animer nos programmes, les mettre en place, mais c'est de voir comment on peut exploiter au mieux nos ressources pour soutenir le travail que font les gens sur le terrain maintenant. Et souvent, ces gens-là font ça à titre de bénévole, ils ont trop peu de ressources, d'outils.
les gens sur Turtle Island, par exemple, bon, les militants pour le climat, là, autochtones, les gens qui travaillent dans l'économie précaire, la gig economy, certains d'entre nous ne veulent pas nécessairement aller se planter sur un chemin de fer en toute solidarité avec les militants autochtones. Là. Bon, oui, je l'ai déjà fait, mais ce n'est pas tout le monde qui va faire ça. Mais en tant que leader, c'est important pour nous de garder en tête que s'il y a des gens qui sont dans l'urgence, qui font ce travail-là en ce moment, et ils ont besoin de notre soutien et le méritent. Si on reconnaît qu'on a besoin d'une révolution, il faut s'assurer que les révolutionnaires sont bien soutenus et dotés de ressources adéquates. Par exemple, à savoir comment on a changé notre façon de travailler. Moi, j'ai passé pas mal de temps à réfléchir sur la mort de Régis Pourchinsky-Paquette et d'autres vies noires. C'était la marche pour la justice pour Régis, c'était la première grande manifestation dans le contexte de la pandémie. Et puis, Crystal Sinclair était là, vous étiez là, et c'était intimidant un petit peu. Une des choses dont on s'est rendu compte, c'est que c'était un espace de beaucoup d'émotions, de sentiments, un espace où on pouvait honorer les gens. Il y avait de la solidarité entre les gens qui disaient assez, c'est assez. Après la marche, parce que c'était un moment un peu délicat pour tenir un rassemblement, les organisateurs, derrière une autre vie noire, euh, ont dit aux gens, les participants devraient s'isoler pendant 2 semaines. Et on s'est rendu compte qu'il allait y avoir pas mal de gens qui vont avoir de la difficulté à s'isoler. Comment est-ce qu'ils vont aller chercher de la nourriture? Et on a communiqué avec les organisateurs et on s'est dit, si vous pouvez promettre aux gens qui ont participé à la manifestation, on va mettre la priorité aux familles autochtones et noires, mais on va s'assurer qu'ils reçoivent un panier gratuit pendant les 2 semaines d'auto-isolement. Et les travailleurs de Fedora, quand Fedora a décidé de partir, même si la compagnie avait des profits records, il y a eu 500 travailleurs dans la ville de Toronto. Il y a 2 semaines, on les voyait aux nouvelles comme des travailleurs essentiels dans l'alimentation. Ils livraient des aliments à un moment où les gens avaient peur d'aller faire des emplettes. Et là, les entreprises se disent, bon, on fait de l'organisation, il y a du momentum en faveur des droits des travailleurs et on va fermer nos portes. Alors, les travailleurs ont communiqué avec les organisateurs et pour les 500 travailleurs, que tout le monde célébrait comme des travailleurs essentiels, nous, on veut s'assurer qu'on les soutient, qu'on les soutienne. Et on s'est organisé pour que notre équipe livre des paniers gratuits aux 500 travailleurs de Foodora pendant la pandémie. Ce sont des gens qui sont sur les premières lignes de la résolution. Ils luttent contre des employeurs malveillants et de mauvaises lois du travail. Et je suis également contente de voir Colette ici parce que la Fondation Atkinson a entendu parler de notre travail et a dit voici de l'argent pour aider à soutenir les gens en première ligne. C'était quelque chose de très important et que, bon, et là, je repense à la question, comment est-ce que nous allons changer les gens? Bon, Crystal Sinclair est une militante autochtone, des personnes que j'aime le plus au monde et une fondatrice de Idle No More ici à Toronto. Crystal et moi, nous n'allons pas changer, nous allons continuer à occuper l'espace dont on a voulu nous briller. On va continuer à être audacieuse, moi, noire, elle, autochtone, et nous allons mener comme nos ancêtres nous ont appris à le faire. Merci, Paul. Peter, je vais vous permettre de répondre à cette question aussi, mais prenez donc 2 minutes parce qu'il y a des questions qui arrivent de nos participants et je veux qu'on aborde le maximum de ces questions-là. 2 minutes donc. Oui, je ferai de mon mieux. Pas de promesse,
Bon, j'ai tendance à m'étendre, alors interrompez-moi au besoin. Quand la COVID est arrivée, définitivement, ça a changé notre style de travail. On s'est rendu assez vite qu'il fallait changer au niveau fédéral. Tout le monde a été confiné chez eux et a dû travailler depuis la maison en télétravail. Mais quand on a commencé à communiquer avec les communautés noires, autochtones et ainsi de suite, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème sérieux. Et le problème était de nature systémique et nécessite une réponse systématique et systémique de la part du gouvernement fédéral. Trois observations d'abord au niveau de la réponse. Il fallait que ce soit, il fallait que le gouvernement tout entier reconnaisse le problème. Deuxièmement, qu'il fallait une approche collaborative pour répondre. Et troisièmement, et sans doute le plus important, c'est que les voix les plus touchées, les communautés directement touchées par le racisme, devaient être ciblées dans ce processus. On a donc créé un groupe de travail, euh, le groupe de travail sur les communautés qui cherchent l'équité. 25 services et ministères ont travaillé ensemble pour chercher des solutions. Normalement, au gouvernement, j'y suis depuis un an, mais ces comités, 10 à 15 personnes se présentent, mais quelque part entre 80 et 100 personnes se sont présentées représentant une vingtaine de services et de ministères. Ça témoigne de la reconnaissance de la nécessité d'une approche commune. Alors, on a amené des experts des communautés qui avaient vécu l'expérience, mais l'approche, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Il ne s'agit pas de couronner le roi ou la reine d'une communauté, mais s'assurer que tout un spectre des voix des communautés serait entendu. Et on a commencé à animer 8 réunions virtuelles avec les communautés noires, les communautés autochtones, les communautés asiatiques, et pour approfondir les questions, les impacts de la COVID. Ensuite, le degré d'efficacité de la réponse fédérale et les lacunes, et quelles étaient les nouvelles mesures qui étaient nécessaires pour combler ces lacunes. Et nous avons reçu beaucoup d'informations sur les lacunes et sur les impacts, mais aussi sur ce que le gouvernement fédéral devrait faire pour combler les lacunes. Alors, dans le cadre de notre mandat, on travaille avec tous nos IAVI fédéraux pour que les recommandations soient intégrées aux politiques, aux programmes, aux services et même aux lois. Mais j'ai peur d'avoir dépassé mes 2 minutes. Nous estimons que c'est vital, que c'est essentiel de travailler avec la société civile parce que nous ne pouvons pas accomplir notre mandat sans la société civile. Merci, Peter. Et j'ai une question d'un participant qui s'adresse à vous. Vous avez commencé à répondre, mais en particulier, on pose la question de changement de mentalité et disent ça très explicitement. Euh, pour ce qui est des allocations financières, euh, bon, qu'est-ce qui est financé et qui finance et qui est financé? Pouvez-vous apporter des précisions là-dessus? Je crois que c'est une excellente question qui tombe point nommé. C'est important pour nous en tant que secrétariat. Il y a eu tendance par le passé de rediriger ou de diriger les financements aux communautés racialisées, aux communautés dites multiculturelles. Bon, et le pot est tout petit, alors qu'il y a des milliards et des milliards de dollars dans d'autres ministères pour euh, travailler sur les questions qui ont un impact disproportionné sur les minorités racialisées et autochtones. Euh, et nous sommes un centre pour le gouvernement fédéral. Et l'idée était de donner accès
bon, on a une liste de 10 000 organisations et nous fournissons cette information sur les fonds qui sont disponibles et qui ne connaissent pas nécessairement parce que historiquement, cette information n'était pas disponible chez eux. C'est une mesure que nous avons adoptée pour aller à l'encontre des problèmes auxquels on s'est heurté par le passé. Mais au niveau il y a aussi la lentille antiracisme plus. Pour tout ce que le gouvernement fédéral fait, il devra appliquer cette lentille, cet angle antiracisme plus en développant le programme, en légiférant et ainsi de suite pour que une lentille antiracisme, équité, droits humains s'ajoute parce que nous sommes là pour le long terme et on parle de 400 ans d'injustice qui ne se résoudront pas grâce au travail de 10 personnes ou en à peine 3 ans. Il faut poser les jalons d'une action à long terme. Merci Peter, je crois que ce sont des informations importantes. Il est important qu'on sache que ces choses sont en train de se passer. Colette a parlé du soutien aux bâtisseurs de mouvement. Et c'est peut-être en partie comme ça que nous pourrons aider les gens qui font du travail de défense. Et Paul a dit qu'il fallait travailler davantage sur les politiques publiques. J'ai une question et vous êtes libre de répondre. Quels sont vos conseils aux membres d'Ocasi qui veulent s'attaquer au racisme structurel au sein de leurs propres organisations? Et une question de suivi, quand est-ce qu'ils devraient commencer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre à cette question? Bon, ce sont des conseils aux agences membres de l'OCACI. En connaissance du fait qu'il y a des problèmes de racisme structurel, quels seraient les conseils que vous leur donneriez? Je pourrais peut-être commencer et peut-être que Ruth enchaînera. Alors, je ne suis pas une agence membre de l'OCACI, je peux parler librement, je crois, n'est-ce pas, Debbie? Toujours. Eh bien, d'abord, je commencerai par le quand. Il aurait fallu que ça commence hier. Et pour savoir par où commencer, euh, il faut connaître son organisation et il faut regarder de très près. Il faut faire même peut-être un examen interne, une vérification qui porte sur votre mission, qui est servi par votre mission, qui dirige votre organisation ou qui ne dirige pas, qui prend des décisions sur les investissements de fonds, qui décide où on offre les services, les programmes, qui exécute les programmes et les services. Et en vous assurant que, en fonction de votre communauté et de la communauté qui l'entoure, ou des gens que vous rejoignez, et en fonction aussi de vos valeurs et de vos principes qui doivent normalement vous assurer de représenter de façon équitable votre communauté, là, vous pouvez avoir une idée de si vous accomplissez votre mission ou pas. Parce que si il y a des gens qui manquent autour de la table où se prennent des décisions, s'il y a des gens qui ne sont pas touchés par vos programmes, et s'il manque des gens au niveau euh, de la prestation des services, il vous reste du travail à faire. Et je pense que c'est très lié à la façon de dépenser vos ressources. Qui engagez-vous? Qui ne vous engagez pas? Mais d'abord, un regard à l'interne. Qui êtes-vous en tant qu'organisation? Qui voulez-vous être? Est-ce que votre mission est toujours valable? Et quels sont les principes et les valeurs qui guident votre organisation? Merci, Paulette. Excusez-moi. Ruth, oui, ma réponse à quand? Bah, pourquoi on ne l'a pas déjà fait? C'était
c'était le travail d'hier, n'est-ce pas? Ça, c'était sur la liste des choses à faire hier. Je suis à 100% d'accord, mais un mot de prudence. Quand vous faites cette vérification, quand vous voyez quelles sont les voies qui manquent, ne faites pas dans le symbolisme. Et il ne faut pas que ce soit un utilisateur de service qui a peur qu'on lui enlève ses services. Il faut un véritable engagement avec les gens qui manquent. Et reconnaissez que simplement parce que vous venez de cette communauté ne veut pas dire que qu'il faut que les gens travaillent bénévolement. Il faut payer des honoraires. Euh, bon, s'ils vivent du bien-être, de l'assistance sociale, qu'on ne reprenne pas l'argent. Ne demandez pas leur numéro de sécurité sociale. Moi, j'ai plein de numéros. Je n'ai pas besoin de donner mon NIS pour le travail que je fais. C'est un travail qui doit être reconnu de façon très concrète aussi. Alors, euh, pas de symbolisme, engager des gens en leur donnant les ressources dont ils ont besoin. Assurez-vous que c'est fait. Engagez-vous publiquement vis-à-vis de la communauté et faites le suivi. Nous avons tous ces énoncés, toutes ces déclarations, mais ça ne suffit pas. Les déclarations ne suffisent pas. On a déjà dit. Et la dernière chose, je vais toujours poser des questions sur la manière de bâtir une relation qui est antiraciste vis-à-vis du territoire où vous vous trouvez. À qui appartient ce territoire et quelles sont les communautés et comment assurez-vous que cette communauté n'est pas de nouveau exploitée alors que vous cherchez à servir, à aider d'autres personnes qui se sont joints à nous sur ce territoire. Alors, en appuyant les gens qui viennent vers vos agences, que ça ne se fait pas au détriment des communautés, de la communauté autochtone du territoire que vous trouvez. Colette, oui, je dirais la dernière chose aux Blancs et aux Blanches d'entre nous, c'est que nous devons faire le travail tous les jours. Il faut la suprématie blanche a couvert tout ça de plusieurs couches de négation et il faut travailler pour éliminer ces couches-là. Le fait d'avoir travaillé avant ne vous immunise pas contre la suprématie blanche. Alors, c'est un travail que nous devons faire euh, au sein de nos organisations et ailleurs quand on n'est pas au travail. Tous les jours, nous devons nous poser la question, comment est-ce que je peux faire pour décentrer la blanchitude chez moi, dans mon travail et dans les institutions où je suis présent. Et je vois Paul qui veut dire quelque chose. Bon, j'ai beaucoup aimé ce que je viens d'entendre. Je veux donc essayer d'éviter de répéter. Mais une chose qui me frappe, c'est que ce travail n'est pas gratuit. Oui, alors, comme Ruth a dit, un engagement organisationnel est essentiel, mais un engagement budgétaire est essentiel aussi. Ce travail n'est pas gratuit. Et ce n'est pas seulement un budget pour engager un consultant, mais un budget pour changer les choses. Dans votre organisation chez FoodShare, nous avons entre autres reconnu que les Noirs et les Bruns, les Autochtones, sont, sont disproportionnellement euh, présentes dans nos systèmes. euh, et bon, et on a regardé nos grilles salariales et on a donné une augmentation de 25% en bas de l'échelle et pas d'augmentation pour les gens en haut de l'échelle. Ben, je vous donne cet exemple parce que ça, c'est une intervention de justice économique, de justice raciale. Et encore une fois, ce n'est pas gratuit. Alors, euh, euh, préparez votre budget si vous voulez aller dans ce sens. Merci, Paul. Et j'ajouterai peut-être un commentaire. Il ne s'agit pas simplement de vos employés. Il faut regarder la composition de votre conseil d'administration. Qui est là et qu'est-ce qu'ils apportent? Euh, Ça, c'est important aussi. Il y a d'autres questions qui arrivent. Excusez-moi, Peter. Oui, allez-y. Oui, d'accord. J'ajouterai
qu'il y a une distinction importante à mes yeux entre la représentation symbolique et substantielle. Symbolique, c'est avoir un beau visage noir, et la substance, c'est qu'on travaille concrètement sur les droits des gens. Alors, je ne vais pas nommer des noms, mais depuis quelques mois, des personnes racialisées dans des postes d'intérêt font des choses ou qui font des choses qui semblent renforcer les structures de suprémacistes blancs. Alors, bon, la mesure, il est important d'en tenir compte quand on réfléchit au travail de politique ou structurel, au travail des gens qui sont là à temps partiel ou qui sont engagés à titre de consultants. C'est une distinction importante à mon sens. Oui, et j'ai une autre question. Dans un contexte où les intervenants de la droite perturbent les discours, comment adopter une position critique sur les mesures de santé publique qui peuvent avoir un impact négatif sur les groupes défavorisés, noirs, immigrants, autochtones et ainsi de suite. Qui aimerait répondre à cette question-là? Ne vous bousculez pas. Ruth, vous voulez répondre? Oui. Oui. Alors, on parle là, on sait qu'il y a une appropriation des discours progressistes par des intervenants de la droite. Comment est-ce que nous pouvons adopter des positions critiques et progressistes au niveau des mesures de santé publique? Quelqu'un qui voudrait répondre à la question? Et il mentionne les communautés pauvres et les migrants comme groupe en particulier. Bon, ben, je m'essaierai. Allez-y. Oui, oui, bon, un commentaire très bref. Le pouvoir, c'est la capacité de changer les règles. Alors, je pense qu'il faut qu'on pense toujours en ce moment, et je pense que Paul l'a très bien dit en parlant des interventions chez Fugere. On bâtit le pouvoir à partir de là où on se trouve. Ensuite, on a parlé de partager le pouvoir et comment dans nos organisations respectives, on exerce le pouvoir. On s'en sert. Je pense que notre capacité, bon, chez nous, en tant que fondation, comment est-ce que nous pouvons appuyer les leaders qui font ce travail jour après jour sur le terrain pour contester les discours qu'on entend, les pratiques, les comportements qui sont tellement destructeurs, tellement dommageables. Euh, euh, voilà, je m'arrêterai là. Quelqu'un d'autre? Merci, Colette. Je pourrais peut-être ajouter quelque chose. Ça me fait penser, je ne sais pas quand c'était quand le régime de Mike Harris. Bon, la façon de coopter le langage, c'est un peu là où ça a commencé. Du moins, j'étais beaucoup plus jeune, mais moi, je m'en souviens. Euh, moi, je fais des antécédents de militantisme, et quand quelqu'un a dit révolution, j'ai dit où est-ce que je m'inscris? Parce que je l'ai dans le sang. J'ai usé beaucoup de semelles de chaussures dans les manifestations contre la brutalité policière, contre les. euh, euh, bon, quand j'y pense, le fait qu'ils copient notre langage est un genre de compliment un peu pervers, parce que ils ont peur. C'est pour ça que les commentaires de Colette sont importants. On ne saisit pas toute notre puissance, mais ensemble, nous avons une puissance qui va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et quand on se réunit,
cette puissance qu'on ressent quand on sort pour manifester, même en période de COVID. À Pickering, nous avons organisé une manifestation à Pickering entre tous les endroits. Une manifestation de jeunes, environ 300 personnes sont sorties de chez eux pour protester contre la mort de Noirs à Pickering au mois de mars. Pas seulement à cause de ce qui se passait ici, mais bon, notre puissance, notre pouvoir vient les uns des autres. Quand on a une conviction, un objectif commun, et on voit ce changement. Le COVID nous a montré tellement de choses. Le COVID nous a montré qu'en tant que société, nous avons la capacité incroyable de changer de cap pour sauver les vies. On ne le fait pas pour toutes les vies comme on devrait, mais on a une capacité extraordinaire de changer de cap et de s'adapter. Ce qui me montre que lorsqu'on a la conviction, on a le pouvoir de changer les choses. Pendant trop longtemps, on s'est dit, ah, on peut faire de petits pas, de petits pas, des petits pas. Mais en fait, on peut transformer. Alors, qui nous copie? Parce que nous allons toujours être en avant et nous aurons toujours la puissance avec nous. Et c'est comme ça que ça va être. Il suffit de continuer à travailler ensemble. Bon, quelqu'un d'autre avant que je ne passe à une autre question? Je pense que vous avez dit, Paulette, que nous fixons la norme. Et c'était dans le clip que vous nous avez montré aussi. J'aimerais élaborer là-dessus. Comment est-ce qu'on réinitialise la normalité? Et en le faisant, est-ce qu'il y a une politique qui d'après vous, amènerait la transformation? Quelque chose de législatif, quelque chose de réglementaire, quelque chose de pratique, ou quelque chose dans le secteur où vous travaillez, d'un point de vue organisationnel, quelle est la politique qui, d'après vous, pourrait amener la transformation et nous aider à redéfinir la normalité? Oui, Ruth. Est-ce qu'on peut parler de la loi sur les Indiens? Est-ce qu'on peut éliminer la loi sur les Indiens? Oui, absolument. On fait ça comment? Ça, c'est une question. Comment faire? Qu'est-ce que ça nous prend comme soutien, comme outillage pour justement faire changer les choses? Je me plains toujours de la loi sur les Indiens parce que c'est un des fondements du Canada, de la création même du Canada. Et si on veut démanteler toute politique sociale qui pose problème, toute politique qui pose problème, point à la ligne, il faut démanteler de façon équitable en engageant les communautés autochtones et pas simplement les leaders élus qui répondent au ministère des Affaires autochtones et ainsi de suite. Non, il faut démanteler la loi sur les Indiens, la Indian Act en anglais, afin de permettre non seulement l'inclusion des peuples autochtones dans l'ensemble politique, dans la vie politique du pays, mais aussi pour faire en sorte que on reconnaît que c'est une société distincte. Nana Kooijen a été récompensée pour son travail en tant que militante qui est en faveur là, des droits, plus de justice pour les Noirs. Et elle m'a dit, personne parmi nous va être libre jusqu'à ce que vous, les Autochtones, soyez vraiment libérés, soyez partie prenante de la société. Et puis elle s'est engagée à essayer de travailler, et moi aussi, à essayer de travailler pour éliminer la loi sur les Indiens, pour qu'on vive tous dans un espace social plus égalitaire. Et lorsqu'on aura quitté cette position marginale, on va affirmer des lois d'immigration fondées sur les grandes lois de la paix, basées sur une relation, sachant que c'est une communauté où on savait très bien que tout le monde veut venir se joindre à nous. Peut-être que c'est post-apocalyptique comme vision, mais allons-y. On va dire que post-apocalypse, c'est post-COVID finalement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient parler d'une politique qui devrait être mise en place? Je vais
comme je vais offrir un argument contraire un peu sur la question des politiques. Souvent, dans notre travail, on se concentre sur une politique spécifique. Mais il faut reconnaître que ça ne se produit pas dans un vide, tout ça. Par exemple, un revenu de base. On parle de ça ces jours-ci, une espèce de revenu de base universel. Bon, il peut y avoir un revenu de base pour tout le monde, mais l'inflation est là. Le logement peut coûter plus cher, l'alimentation, tout ça. Ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas tellement une politique spécifique ou une seule politique, mais un cadre qui détermine les droits, droit au logement, droit euh, euh, de toutes sortes. Et à ce moment-là, on pourra regarder les politiques de façon spécifique et singulière. Je pense aussi à il n'y a pas de réconciliation sans justice et sans vérité. Alors peut-être qu'il faut offrir une restitution, des paiements en réparation. Il faut d'abord se donner un cadre et ensuite les politiques doivent s'accorder avec le cadre qu'on s'est donné. C'est vrai. Il n'y a pas eu un chemin à suivre là, pour ça, Debbie? Oui. On a passé 1 an et demi à écrire là, ce programme, ce cheminement pour le gouvernement de l'Ontario, effectivement. Moi, poursuivre sur ce que disait Paul, et j'ai un exemple à vous donner. Et on dirait qu'on a un nouveau participant ou une participante. Mais pour ce qui est d'avoir un cadre, quand je pense au travail que nous soutenons, que nous finançons, dans lequel nous investissons partout au pays, l'élément central de ce travail-là, bon, c'est la question de la violence genrée. À tous les 6 jours, au pays, une femme est assassinée par son conjoint. On sait aussi que les femmes autochtones, les Premières Nations, les femmes métisses des Premières Nations, les femmes autochtones en général, sont affectées de façon la plus marquée. C'est elles qui en souffrent le plus. Il y a des femmes autochtones et des filles qui sont toujours manquantes, qui ont été assassinées. Donc, on a un réel problème au Canada. Et je suis en ce moment membre d'une table de concertation, ou plutôt un groupe conseil, qui essaie de mettre au point un programme de prévention ou une politique axée sur les genres pour contrer la violence genrée au Canada. Cependant, ce qui est très clair, c'est que on ne pourra jamais réussir à faire face à la pandémie au Canada à moins qu'on parle de pauvreté et des problèmes qui en découlent, à moins qu'on traite des problèmes de racisme, à moins qu'on traite de problèmes qui sont liés de près à la vulnérabilité des femmes, si bien qu'ils ne peuvent pas, par exemple, avoir un logement à un prix abordable, un logement décent. Ces femmes qui ne peuvent pas quitter un conjoint violent sans croire qu'elles mettent en jeu leur vie ou la vie de leurs enfants. Alors, il y a des femmes qui doivent échapper à une violence qui menace leur existence même. Et lorsque ça arrive, c'est à ce moment-là qu'elles sont les plus vulnérables face à un partenaire violent qui pourrait les tuer. Donc, les femmes doivent avoir un endroit sécuritaire où elles peuvent aller se réfugier et reconstruire leur vie. Un abri pour les femmes violentées, c'est seulement une solution temporaire parce qu'il y a des femmes qui vont d'un abri à l'autre en succession parce qu'ils ne trouvent pas un appartement, un logement abordable et salubre. Et ils n'ont pas accès à certains programmes qui pourraient les aider à se remettre sur pied, à rebâtir leur vie. Et on fait notre possible, nous, les organisations, pour essayer d'identifier quelles sont les priorités, les choses les plus pressantes, mais il faut savoir qu'à moins qu'on ait un cadre sous lequel on travaille tous, on ne peut pas travailler toutes sur les mêmes choses. Nos budgets ne nous permettent pas ça. Mais il faut se donner un cadre pour faire avancer les politiques publiques, un cadre commun. Ruth,
Oui, je voulais faire écho à ce que Paulette disait exactement, mais tout en reconnaissant que les femmes devraient pouvoir quitter en toute sécurité tout, tout lieu. Et les enfants, surtout dans le cas des familles noires ou autochtones, ne doivent pas se retrouver sous les services auprès des enfants parce que les services tels que la DPJ, tout ça, peuvent causer des traumatismes supplémentaires aux enfants au moment même où une femme essaie de se donner plus de sécurité dans sa vie. S'ils habitent dans un abri et puis les gens font appel à la DPJ ou des agences comme ça qui s'occupent du mieux-être des enfants, souvent ça peut causer des traumatismes supplémentaires. Il y a cette nouvelle loi sur la famille. Comment pouvons-nous défendre les familles et les enfants afin que ces femmes-là puissent trouver un espace sécuritaire pour leurs enfants et bien pour elles-mêmes? Colette, je suis vraiment impressionnée et heureuse d'écouter mes collègues. Oui, on peut mettre les gens au défi, on peut lancer un défi. Je ne sais pas s'il y a des directeurs des services publics ou des élus qui font partie de notre public aujourd'hui, mais je les mets au défi de mettre en place un cadre qui est mené, qui est de l'initiative des communautés noires, autochtones et autres. Parce qu'on va devoir se débattre avec ces choses-là. Il n'y aura rien de simple dans ce pays qui a connu le colonialisme et puis qui aujourd'hui vit avec le legs du colonialisme. Mais en ce moment, dans le contexte de COVID-19, il y a la question d'un statut pour tous et toutes. C'est devenu une question parce que les frontières se sont fermées pour des raisons sanitaires et c'est une question qui est très importante parce qu'il faut s'assurer que tout le monde puisse avoir accès au soutien public, puisse préserver sa dignité et soit protégé dans le contexte de cette pandémie et les fermetures de frontières. J'ai deux autres questions. J'espère qu'on pourrait en parler. Il y a cette notion d'un cadre pour englober notre travail sur les politiques. Il y a une question ici sur les partenariats stratégiques. Je vais prendre deux questions sur les partenariats stratégiques. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient parler de la valeur de ces partenariats? Comment peut-on faire en sorte que les partenariats stratégiques fonctionnent au mieux? Est-ce que c'est Debbie qui choisit ces questions? Je pensais que tu allais répondre. Ah oui, je me suis exposé, là. Une question pour vous, Paul, spécifiquement, alors que les autres réfléchissent à leur réponse. Nous sommes surpris de constater d'une femme, l'absence d'une femme racialisée, autochtone, LGBT, etc. Oui, merci d'avoir posé la question. Je me prépare à y répondre. Bon. Il n'y a personne qui... Oui, allez-y. Excusez, Paulette. Bon, on l'a remarqué, mais j'y travaille en ce moment. Pour ce qui est des partenariats stratégiques, il n'y a personne qui veut parler de ça? Oui, Paul? Dans le contexte du travail qu'on a fait, nous, par exemple, les services alimentaires d'urgence, ça, là, on a fait des partenariats intéressants à ce moment-là.
Mais nous, c'était très important pour nous, ces partenariats. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est de bien écouter et puis développer la relation sur des bases saines. Donc, il faut écouter, il faut être d'accord pour changer certaines choses, parce que parfois, avec ces discussions-là, avec ces éventuels partenaires, on peut reconnaître que nous, on fait quelque chose, on se trompe dans notre façon de faire, ou on impose un obstacle à notre communauté d'une façon ou d'une autre. Alors, il faut être prêt à avoir un esprit critique face à ce qu'on fait nous-mêmes. Lorsqu'on a eu les services alimentaires d'urgence, on a été partenaire avec environ 80 groupes et organismes, des groupes communautaires partout à l'échelle de la ville. Et on sait que l'insécurité alimentaire, bon, on sait bien que les gens qui en souffrent de façon disproportionnée, ce sont on n'a pas fait un appel à tous, mais on a invité des groupes qui étaient sur le terrain, qui travaillaient avec des communautés noires et puis autochtones. Et c'est important pour nous. C'est une question de savoir exploiter au mieux nos ressources et déterminer qui sont les personnes les plus frappées le plus durement par les problèmes qu'on essaie de régler. Il nous reste 15 minutes. On ne pensait pas pouvoir combler 2 heures, mais on dirait qu'on arrive à 2 heures bientôt. J'aimerais savoir, je vais vous demander si vous voulez faire un mot de la fin, là, ou vos observations finales, et ensuite nous allons conclure la séance. Peter, je vais commencer avec vous, puisque vous étiez le premier à faire le mot d'ouverture. Est-ce que vous avez des commentaires à faire, des observations pour clore la séance? C'était une discussion passionnée et extraordinaire. Donc, c'était une discussion passionnante pour moi, riche en informations. Les recommandations, les choses qui ont été soulevées ont été très utiles. Ça va être bien pour moi-même et mon équipe au fur et à mesure qu'on travaille bon, aux divers paliers de gouvernement pour essayer de voir comment on peut réduire l'impact disproportionné de la COVID-19 sur les minorités, les groupes racialisés, les autochtones, LGBTQ. Et votre travail nous inspire beaucoup. Il nous reste au fédéral beaucoup de choses à apprendre et surtout à apprendre au sujet de vos activités et vos impératifs. C'est une discussion que j'aimerais continuer. J'aimerais travailler avec vous et avec un réseau d'organisations qui s'est réuni aujourd'hui. C'est important que les voix des nouveaux arrivants, incluant ceux qui ont un statut d'immigrant précaire, il faut que ces gens-là soient entendus, qu'ils aient voix au chapitre. Donc, nous espérons poursuivre cette discussion avec vous et on espère travailler avec vous pour essayer de régler ces problèmes-là et essayer d'éradiquer le racisme systémique partout au Canada. Paul, maintenant, vous savez, j'ai commencé par parler des femmes autochtones et je vais aussi conclure en parlant des femmes. Moi, je m'identifie comme homme, mais ce qui est devenu très clair dans le contexte de la pandémie, et on en a parlé aussi au courant de ce panel, c'est à quel point ça a surtout frappé les femmes de toutes sortes de façons. On n'a qu'à passer à nos réunions Zoom. Bon, c'est qui, là, qui a les enfants derrière qui font du bruit, qui troublent la réunion, ou parce que c'est qui doit aller mettre l'enfant au lit, bon, sans parler des femmes qui ont perdu leur emploi et puis qui n'ont pas de service de garde des enfants, ne peuvent pas aller se trouver un autre emploi. Donc, on a l'occasion de faire avancer notre cause d'égalité raciale et égalité des genres, partout à ce pays. Mais des fois, j'évite de parler de certaines politiques spécifiques, mais
il faut mettre de l'avant des soins, des services de garde universels euh, pour libérer les femmes, pour qu'ils puissent travailler davantage. Il y a, il y a toutes sortes de façons de faire avancer les choses pour faciliter la vie des femmes et dans notre secteur. Et nous allons relever ce défi, toutes les personnes qui vous écoutent. Ruth, bon, je suis l'enfant du milieu. Alors, d'abord, Nyaogoa, à mes co-panélistes, vous êtes étonnants. Je suis tellement reconnaissante pour le travail que vous faites. Ah, devinez, un enfant vient d'arriver dans la pièce. En tant que femme, ça nous arrive tout le temps. Et comme je suis mère célibataire, et je l'ai été pendant la pandémie, ça a été difficile. Trouver des espaces et des endroits où je pouvais être appuyé. Mais en fait, c'est revitalisant. Être dans des espaces avec des personnes si brillantes, si engagées. Je sais que les gens qui écoutent sont tout aussi dynamiques que les membres du panel, euh, avec qui j'ai eu l'honneur de passer ces 2 dernières heures. Je suis profondément reconnaissant pour ça. En bâtissant des relations, il est important que, bon, les agences qui offrent des services aux immigrants trouvent des façons d'être de la famille, entretenir des relations entre eux. C'est notre territoire, nos espaces partagés. Nous faisons des reconnaissances de territoire pour reconnaître où nous sommes et un autre moment enfant, mais aussi où nous allons. Mais dans nos enseignements, chez nous, les Hautes-Journées, nous avons toujours dit que l'arbre éternel offrira du réconfort et de la sécurité. Alors, en parlant des luttes des communautés, les communautés racialisées, les nouveaux immigrants, des communautés pauvres, je sais qu'il y a des intersections, des chevauchements et les identités des personnes autochtones ne doivent pas être bon, parce qu'il y a des Noirs autochtones aussi. Comment est-ce qu'on tient compte de ces expériences? Comment est-ce qu'on les comprend? Et comment est-ce que nous pouvons avancer pour soutenir toutes les communautés racialisées et autochtones? Merci Ruth. Et bon, à Colette maintenant. Alors, je tiens à remercier tout le monde et les participants aussi pour cette conversation et pour le travail que vous faites tous les jours. J'aimerais profiter de mes dernières minutes pour mentionner un rapport publié par l'Alliance des Education and Sports Center, le Vancouver Committee for Domestic Workers and Caregiver Rights et plusieurs autres organismes. Le rapport a combiné des centaines de questionnaires remplis par des travailleurs pendant la COVID-19 sur les conditions d'empiègement des heures de travail, des milliers et des milliers de dollars de salaires volés. Ça révèle le pouvoir des employeurs pour abuser d'eux, mais aussi le refus de beaucoup de gens de rester silencieux et rester les bras baissés. Alors, manifestez votre solidarité. Allez à Migrant Rights sur Facebook et aussi migrantrights.ca pour manifester votre solidarité et pour amplifier leur voix. Encore une fois, avec le hashtag Status for All, statut pour tous. Merci Colette. Est-ce que vous pourriez nous indiquer le lien qui donne accès au rapport? Ce serait bien. Alors, comme nous avons commencé avec Colette et nous allons terminer avec elle. Et puis, merci André d'avoir animé d'une manière si experte cette conversation. Merci à Debbie et l'équipe d'OCACI pour cette occasion de passer un moment avec des gens tout à fait brillants et géniaux et de partager nos passions
respective et d'apprendre à nous connaître parce que pendant la pandémie, à moins de le faire virtuellement, on ne peut pas se réunir. Et ce que cela démontre, c'est que nous pouvons faire un excellent travail en dépit des conditions dans lesquelles on se trouve en ce moment. Bon, je conclurai avec quelques observations personnelles. Euh, expliquer ce qui m'appelle à faire ce travail et fait que je continue à le faire. Je le fais depuis 3 décennies. J'en crois à peine mes propres oreilles en le disant. C'est vrai. Pourquoi est-ce que je continue à le faire? Bon, je suis quelqu'un d'optimiste, évidemment avec certaines réserves, mais je dirais que je suis optimiste. Je ne ferais pas ce travail si je ne pensais pas que le changement était possible. J'ai vu des changements et c'est en voyant le changement que je suis inspiré par ce qui est possible grâce au travail collectif que nous faisons tous. Je suis inspiré par la brillance des gens qui font ce travail dans les communautés partout au pays et dans le monde entier. Et je suis inspiré par notre rapprochement euh, grâce à notre engagement euh, à- en dépit de l'histoire des Noirs de, de mon peuple, euh, parce qu'on a voulu nous détruire. Et le fait est que nous vivons aujourd'hui. Et nous qui avons subi tellement de discrimination et qui avons été tellement détestés au fil des siècles, c'est nous qui allons amener les changements dont on a besoin. Nous sommes ceux que nous attendions. Et c'est ça qui me passionne. Merci beaucoup, Colette. Pardon, Paulette. C'est absolument vrai. Beaucoup d'entre nous avons vu les choses changer avec le temps, des fois pas assez vite, mais les choses qui ont changé nous remplissent d'espoir et d'optimisme. Et je suis heureux que vous l'ayez mentionné. Je tiens à vous remercier tous les membres du channel, Paulette, Colette, Ruth, Paul et Peter, d'avoir participé à ce panel et pour votre engagement, vos conversations, vos réflexions, euh, l'inspiration que vous donnez aux autres participants pour qu'ils poursuivent ce travail et pour nous engager dans de nouvelles voies. J'apprécie beaucoup et je me sens honoré et reconnaissant d'avoir eu l'occasion de participer à ce panel en tant que modérateur. J'espère que nous allons voir plus de changements dans les communautés auxquelles on appartient, des communautés dont on défend les intérêts. Et j'espère que dans un an, on pourra regarder derrière nous en se disant, c'est ici que ça a commencé. Nous avons changé notre façon de faire certaines choses. Et nous continuerons à avancer. Je ne sais pas si Dabi a des choses qu'elle voudrait ajouter. Il reste environ 4 minutes et je lui recède la parole. Merci beaucoup, André. Je voulais vous remercier pour un excellent travail de modérateur. Merci à un panel dynamique qui a soulevé beaucoup de questions. Vous êtes tous brillants. Euh, et oui, André, j'espère que dans un an, nous allons pouvoir nous voir en personne et nous pourrons mesurer la distance parcourue en développant de nouveaux cadres et nous nous trouvons dans une nouvelle normalité post-Covid. Merci à vous, au public, et on se revoit demain matin. Oui, j'attire votre attention sur 2 liens dans la zone de clavardage. Une indienne de Colette sur les droits des migrants euh, derrière les portes fermées. Et Peter a envoyé un lien en anglais et en français sur le secrétariat antiraciste fédéral. Merci, merci. Voulez-vous qu'on reste? Oui.
et Stéphanie. Voilà, merci. Merci à l'équipe d'Ocasif et à nos partenaires de la technique cette semaine.